même si vous êtes que 16 pour le moment. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va commencer par des questions un peu ouvertes avant d'attaquer le TD et le cours. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions à me poser, diverses et variées. Je vous écoute. Oui. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur, voilà, ou juste si vous avez envie d'exposer un problème ou autre, vous pouvez vous exprimer? Bon, on va commencer par le cours alors. Le cours qui est ici. Donc, dans le cours, je vous ai demandé de travailler uniquement sur les primitives. On va attaquer les intégrales mardi. Donc, la recherche de primitives, essentiellement, c'est le travail inverse de celui de la dérivée. Enfin, inverse, pas au sens mathématique du terme, bien sûr. Donc, ça signifie que pour pouvoir calculer des primitives, il faut être bien à l'aise avec les dérivées, puisque il faut chercher une fonction dont la dérivée, c'est la fonction f. Il faut aussi que cette fonction soit dérivable. On verra que c'est important pour la suite, notamment pour les exercices que j'avais proposés. Donc, j'avais proposé un premier exercice qui était donc le premier exercice, donc détermine des primitives. Est-ce que déjà sur cet exercice, vous avez des questions? Voilà, je présente l'exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Est-ce que vous pouvez expliquer la méthode par l'absurde de la réponse 1? Bon, Joseph, je n'entends rien. Je pense que les autres entendent. Je ne sais pas trop. Essayer de régler peut-être le son, je ne sais pas trop. C'est bizarre que tu n'entendes rien. Bon, alors la première question, je pense que ça ne vous pose pas trop de problèmes. En fait, ce sont deux fonctions. Alors moi, j'ai proposé x au cube plus 5, mais ça aurait pu être autre chose, hein. Je vais prendre mes petites annotations, hein, comme d'habitude. Voilà, par exemple ici. C'est pas ça. C'est ça. X au cube plus 5 et x au cube sur 3 plus 5 et x au cube sur 3, ce sont deux fonctions dont la dérivée vaut x carré. Donc ce sont bien deux primitives de f, elles sont bien dérivables puisque ce sont des fonctions polynomiales et leurs dérivées sont égales à f. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple. Comment je fais pour reprendre la main? Excusez-moi, tac, voilà, c'est bon. Ok. Alors, une autre question, je vous donnais, alors ça, ceci, c'est une question qui peut être posée au concours. On vous donne une fonction et on vous dit montrer que c'est une primitive. Dans ce cas-là, il faut vérifier quand même deux choses. Il faut vérifier qu'elle est bien dérivable sur son ensemble de définitions. Et il faut calculer la dérivée, montrer que la dérivée vaut la fonction.
C'est ce qu'on a fait à la question 2. Alors, la question 3 effectivement était beaucoup plus délicate. C'est un peu une question déjà d'un niveau assez élevé, hein. On avait une fonction, et je vous demande, en raisonnant par l'absurde, de montrer que H n'est pas une primitive H n'admet pas de primitive sur R. Bien sûr, on se doute que l'endroit où il va y avoir un problème, c'est en 1, puisqu'on a un point de discontinuité. Alors, attention là-dessus, hein, on a un résultat de cours. Si une fonction est continue, alors elle admet une primitive, mais ce n'est pas une équivalence. Ça veut dire qu'on peut avoir des fonctions non continues qui admettent des primitives. Donc, le mauvais argument ici, ça serait de dire la fonction n'est pas continue, donc elle n'admet pas de primitive. Ça, ce n'est pas un bon argument, puisqu'on a une implication, uniquement et pas une équivalence. Donc, il va falloir montrer qu'elle n'admet pas de primitive. Alors, sur R, bien sûr, sur chacun des intervalles ouverts, moins l'infini 1, 1 plus l'infini, elle admettra séparément des primitives sur chacun de ces deux intervalles-là. Mais on va avoir un problème en 1. Alors, pour ça, on fait raisonnement par l'absurde. Ça veut dire qu'on suppose que la fonction admet une primitive, que je note grand H. Comme je suppose qu'elle admet une primitive, ça signifie qu'elle doit être dérivable sur R et que sa dérivée, c'est la fonction H. Donc déjà, je vais chercher des fonctions qui sont susceptibles d'avoir une dérivée qui est égale à H. Je travaille sur les deux intervalles. Donc j'ai une première primitive possible sur l'intervalle moins l'infini 1 qui est x carré plus k1 et une deuxième qui est x carré plus x plus k2. Pourquoi? Parce que quand je redérive ces deux fonctions, pour la première, j'obtiens 2x, et pour la deuxième, j'obtiens 2x plus 1. La dérivée de la constante valant 0, la constante s'élimine. Je prends des constantes différentes parce que je ne suis pas censé avoir forcément la même constante sur le premier intervalle et sur le deuxième intervalle, puisque les expressions sont différentes. Alors, pour les dérivés, sauf peut-être en 1 où on a un problème, en tout cas ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc la question qu'il faut se poser, c'est la question que je pose ici, est-ce que H est dérivable sur R? Puisque on a déjà établi une expression qui semble à peu près fonctionner, sauf peut-être en 1. Alors, elle est dérivable sur R privé de 1. Souvenez-vous, la question de dérivabilité, c'est un peu la même question que la continuité, du global, du local. Ici, le global, on le fait sur R privé de 1. Sur chacun des deux intervalles, ce sont des fonctions usuelles, des fonctions polynomiales. Et je vous ai dit ici qu'on se concentrait sur le problème en 1 et on étudie la dérivabilité en 1. Il faut revenir à ce qu'on a vu sur la dérivabilité. On va montrer la dérivabilité à gauche et à droite. On va regarder si elle est dérivable. Et à partir de là, on pourra conclure. On fait la limite du taux d'accroissement, comme on l'a vu dans le chapitre sur la dérivabilité. Alors, à gauche et à droite, pourquoi? Parce qu'à gauche et à droite, la fonction a des expressions différentes. Donc, je fais une première étude à gauche, quand x est plus petit que 1. Et une dérivée à droite. Alors, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Il faudrait que je vérifie quelque chose quand même. Ah, alors oui, là j'ai fait une petite. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite étourderie. J'ai commencé par étudier à droite. En fait, c'est pas un moins ici. Alors, oui, là j'ai fait une petite étourderie ici. Enfin, sur toute cette partie-là, en fait. Hein. Ici, là. C'est pas un moins, c'est un plus, puisque c'est l'expression à droite. Ici, c'est un moins. Une petite erreur, je la modifierai dans le corrigé.
Donc, alors là, je fais en premier en fait l'étude à droite, hein, puisque c'est quand x est plus grand que 1. Quand je fais l'étude à droite, je fais la limite du taux d'accroissement, h de x moins h de 1 sur x moins 1. Je trouve cette limite-là, que je vais marquer ici. Je m'aperçois qu'au numérateur, j'ai une identité remarquable, ici. Et donc, je peux simplifier le numérateur et le dénominateur par x moins 1 et j'obtiens x plus 1 qui vaut 2 quand x tend vers 1. Même chose, alors pour le coup, à gauche, ainsi, ici. Quand x tend vers 1 moins. Et alors, on fait le calcul, on obtient un numérateur qui vaut x carré plus x plus 2. Je m'aperçois que j'ai une racine évidente qui vaut 1 et je peux factoriser le polynôme ici. Donc, je peux, pour la même raison, simplifier par x moins 1 et j'obtiens la limite de x plus 2 qui vaut 3. Au final, j'ai trouvé des dérivés à gauche et à droite. Mais, voilà, des dérivés à gauche et à droite. Il faudrait que je fasse ça, sinon ça sera mieux. Excusez-moi, je fais juste... Voilà. J'ai trouvé des dérivés à gauche et à droite qui valent des valeurs différentes. Donc, la fonction n'est pas dérivable en 1. Et donc, si elle n'est pas dérivable en 1, elle n'est pas dérivable sur R. Donc, la fonction n'est pas primitive sur R. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que vous avez d'autres questions? Joseph, alors je ne sais pas si c'est Jasmine, oui. Andrise, est-ce que tu as réglé ton problème de son? Alors, je repose ma question, essayez de me répondre rapidement, oui ou non. Est-ce que c'est bon pour l'exercice, la réponse 1 du cours? Ou est-ce que vous avez besoin de précision? C'est bon? D'accord, bon, n'hésitez pas à revenir s'il y a un problème. Merci. Alors, la suite du cours, c'était... alors, je vais revenir un petit peu sur le cours. Hein. Donc, on a parlé de recherche primitive. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une fonction continue qui admet au point une primitive. Attention, c'est une implication, hein, ici. Ce n'est pas une équivalence. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des fonctions non continues en un point, par exemple, qui admettent quand même une primitive. Toutes les primitives, alors on a une infinité de primitives, elles diffèrent toutes d'une constante, vous l'avez compris, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, si je rajoute une constante à la fonction trouvée, je ne vais pas modifier sa dérivée, donc ça sera aussi une primitive. C'est ce que j'ai mis en remarque, une fonction continue admet une infinité de primitives. Et par contre, si je mets une condition particulière, ce qu'on appelle une condition initiale en physique, c'est-à-dire que j'impose une valeur particulière que doit prendre la fonction, parce que là, j'aurai une unique primitive. Alors là, on avait à mettre en œuvre ce résultat dans un exercice, l'exercice de la réponse 2. C'est plus simple. Hein. Déterminer la primitive de f de la fonction carrée telle que f de 3 égale 5. Donc, première chose, on cherche toutes les primitives possibles. Donc, toutes les primitives possibles, c'est ici x au cube sur 3 plus k. Et ensuite, je vais chercher la valeur de k pour laquelle f de 3 vaut 5. Donc, f de 3, je le calcule avec l'expression que j'ai trouvée. Donc, c'est ce que je fais ici. 3 au cube sur 3 plus k, ça fait 9 plus k.
Donc, je veux que f de 3 vaille 5. Donc, ça veut dire que 9 plus k doit valoir 5. Et par calcul très simple, on obtient k égale moins 4. Donc, au final, la primitive de la fonction carrée qui vaut 5 lorsque x vaut 3, c'est f de x égale x au cube sur 3 moins 4. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un peu moins de difficultés, mais n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus si vous avez des problèmes. La suite du cours, alors je n'ai pas donné trop de travail parce que je voulais vraiment que vous travailliez sur les primitives. N'oubliez pas que vous avez les exercices facultatifs que j'ai donnés. Vous avez toute une batterie de primitives à chercher. Ça vaut le coup vraiment de s'entraîner pour être rapide sur le calcul de primitives. Je vais partager l'écran. Voilà. Donc les primitives. Ensuite, bon, la seule chose que vous aviez à voir, c'est les primitives usuelles à connaître. Normalement, vous pouvez les apprendre, mais vous pouvez aussi les retrouver si vous êtes à l'aise avec la dérivation, hein, puisque c'est, on peut aller de l'un à l'autre, dériver, chercher une primitive, puisque la dérivée de la primitive, c'est la fonction, etc. Voilà pour le cours. Est-ce que vous avez des questions sur la partie cours? Anaïs, quand on cherche une primitive, alors Anaïs, tu me l'as envoyé en privé, mais je le partage avec tout le monde. Monsieur, quand on cherche une primitive, si on dit, par exemple, dans le cadre de la réponse 2, que f de x égale x au cube, est-ce que c'est incorrect? Alors, oui, c'est incorrect parce que la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Or, on voulait x carré. Donc, tu vas avoir un problème lié au facteur 3. Donc, pour le compenser, c'est pourquoi on multiplie par un tiers, qu'on divise par 3, pour ne pas avoir ce problème pour compenser, disons, le 3 qui apparaît lorsqu'on dérive x au cube. Monsieur, Oui, je me suis trompé. Je voulais écrire x au cube sur 3, mais j'ai écrit x au cube seulement. Mais en fait, si on écrit x au cube sur 3 et qu'on rajoute pas de k ou de quelque chose, dire que la primitive c'est x au cube sur 3, seulement c'est incorrect. alors ça dépend de la question. C'est-à-dire si on te dit donner une primitive de la fonction carré, x au cube sur 3, c'est très bien. Généralement, quand on demande de donner une primitive, quelconque sans condition particulière, moi je n'écris jamais la constante, je ne m'embête pas à rajouter une constante. Par contre, la réponse 2, il y avait une information supplémentaire, c'était la primitive qui vérifiait aussi f de 3 égale 5. Donc si par contre je rajoute une condition sur la fonction, je vais être obligé de mettre k et d'ajuster k de manière à ce que f de 3 vaille 5. Si on prend l'exemple que tu as pris, c'est-à-dire f de x égale x au cube sur 3, f de 3, ça vaut 9. J'aurais pas la bonne fonction à la fin. Est-ce que c'est bon? Oula. Est-ce que c'est bon? Anaïs, c'est bon, oui? D'accord. Voilà pour le cours. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez des difficultés sur cette partie-là, recherche de primitives? Ou est-ce que ça va? Vous avez pu vous entraîner?
Alors, il y a plusieurs choses dans le chat là. Donc, effectivement, pour ceux qui ont des difficultés, je vous conseille vraiment de vous entraîner, puisque c'est calculatoire, c'est technique. Hein. Chercher les primitives, faut en faire beaucoup. Donc, entraînez-vous. Hein. Il y a toutes, je crois que j'ai 20 ou 30, presque une trentaine de recherches de primitives en exercice facultatif. Vous pouvez aussi trouver sur Internet des batteries d'exercices pour vraiment vous entraîner. Alors attention, hein, l'exercice du TD, on va corriger, et l'exercice de tout à l'heure là sur le raisonnement par l'absurde, ce sont des exercices qu'on rencontre très très rarement, voire quasiment jamais en concours. Exercice assez délicat, ça vous permet de réfléchir sur la notion de primitive. Ça reste quand même déjà des exercices très pointus. Il ne faut pas trop vous inquiéter si vous avez du mal sur ce type d'exercice. Alors, Jade demande, est-ce qu'on est obligé d'utiliser la limite du taux d'accroissement pour calculer la dérivée? Alors, dans le cas général, si la fonction est définie sur un intervalle. Alors, je comprends un petit peu ce que tu veux dire. Pour l'exercice, alors je vais retourner à l'exercice, j'ai compris à peu près ce que tu voulais faire. Toujours exercice un peu dur là. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas coupé leur micro. Pensez peut-être à couper votre micro si ça ne vous dérange pas. Maya, Alan. Voilà, et vous les ouvrez quand vous voulez parler. Alors. Ici. Voilà. Ici, effectivement, on peut. On pourrait. Mais je vais expliquer pourquoi. Bon, ça peut être embêtant, mais on pourrait faire éventuellement. Je explique ici. Au lieu de passer par le taux d'accroissement, on aurait pu faire les limites. Enfin, essayer d'utiliser le théorème de prolongement par continuité de la dérivée. C'est-à-dire pour montrer le caractère C1 en 1. C'est-à-dire montrer que la fonction est continue, dérivable, et calculer les limites de la dérivée. C'est un peu la question que tu me posais, Jade. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on pourrait se dire, j'utilise le théorème de prolongement par continuité de la dérivée. Je prends la fonction h, elle est continue, elle est dérivable, sauf éventuellement en 1. Je calcule la dérivée elle-même de classe C1, sauf en 1. Éventuellement, je calcule la dérivée, je fais limite à gauche, à droite. C'est ce qu'on a vu avant les vacances. Le seul problème, c'est qu'ici, on va montrer qu'elle n'est pas C1. Alors là, c'est assez délicat, mais pas C1, ça ne veut pas forcément dire pas dérivable. Parce que C1, c'est plus fort. Quand on dit qu'elle n'est pas C1 en 1, si on fait cette démarche-là, on va montrer qu'elle n'est pas C1. Ça va nous dire, donc, elle n'est pas C1, ça veut dire qu'elle est pas dérivable, ou qu'elle est dérivable, mais que sa dérivée n'est pas continue. Puisque C1, c'est dérivable et continu, et que la dérivée est continue. Donc, on ne pourra pas conclure, puisque nous, on a juste besoin de la dérivabilité. Voilà. Donc, ça peut être un petit peu embêtant d'utiliser le théorème de prolongement, parce que ça ne vous donnera pas la bonne conclusion si vous montrez qu'elle n'est pas C1. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle n'est pas dérivable. Voilà pour cette question-là. J'espère que ça vous a éclairé. Voilà. Alors, on va retourner au dernier travail que vous aviez à faire. C'était le TD 20, l'exercice 1. Alors, je vais aller sur le TD. Voilà.
c'est un exercice un peu difficile. Alors, je pense soit que vous ayez peut-être du mal parce qu'on n'avait pas fait le cours ensemble. C'était un peu le même esprit, c'est-à-dire faire un raisonnement par l'absurde. On se doute qu'il y a un problème en 1. On suppose que f admet une primitive. Pour qu'elle soit... Alors là, c'était une fonction un peu bizarre. Hein. Elle valait la constante 0, sauf en 1 où elle valait 1. Donc j'introduis une fonction qui pourrait être une primitive, ici, f de x égale k1, ou x plus k2 si x égale 1. F doit être dérivable sur 0,2. Alors là, j'ai utilisé un argument, une condition nécessaire. C'est-à-dire que si elle est dérivable, elle doit être au moins continue. Si elle n'est pas continue, elle ne pourra pas être dérivable. Donc, ça nous permet de préciser un peu ce que valent K1 et K2. Puisque, pour montrer que si elle est dérivable, elle est continue. Donc, si elle n'est pas continue, elle n'est pas dérivable. Donc, une condition nécessaire, c'est la continuité. Il faut qu'elle soit continue sur 0, 2, privé de 1. Bon, ça, c'est bien, puisque ce sont des fonctions constantes. Et pour la continuité en 1, je calcule les limites en 1. Il faut que la limite en 1 de f de x soit égale à f de 1. F de 1, ça vaut quoi? Ça vaut 1 plus k2. Je suis ici, hein, je vais prendre un surligneur. Alors là, on m'a envoyé quelque chose, il faut que j'enlève ça. Excusez-moi. Ok, donc apparemment, on peut faire des réunions de plus de 40 minutes. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils avaient un peu changé là, les modalités. A priori, je ne pouvais plus refaire des réunions de plus de 40 minutes. Donc, f de 1, ça vaut 1 plus k2. Et d'autre part, quand je fais la limite de f de x quand x tend vers 1, ça vaut k1. Donc 1 plus k2 égale k1. Mais si 1 plus k2 égale k1, ici, ça veut dire que ma fonction f de x est une constante. Mais si elle est constante, je poursuis mon raisonnement par l'absurde jusqu'au bout. Si elle est constante, sa dérivée est nulle. Et si sa dérivée est nulle, elle ne peut pas valoir 1 quand x vaut 1. Et on a donc la contradiction. Voilà. Est-ce que, sur ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions particulières? Voilà. Après, si vous n'avez pas de questions, on peut profiter aussi un petit peu du fait qu'on soit en visioconférence. Si vous avez... Enfin, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez des difficultés pour travailler chez vous, ou bien est-ce que vous, quand même, vous réussissez à travailler sur le format que je vous ai proposé depuis le début. Attendez, je reviens, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Tu veux de l'eau? Voilà, excusez-moi, mon fils m'avait appelé pour un problème de... Il avait soif, là, donc je vais aller chercher de l'eau. Alors,
Anaïs, je vais répondre à ta question. Bon, pour certains, là, effectivement, Anaël, tu me dis que c'est un peu difficile là, pour toi. Euh, Bon, j'ai conscience que vraiment, on est sur une année très difficile, hein, difficile de travailler à la maison. Euh, je- bon, là, pour le 11 mai, on n'a aucune lisibilité sur ce qui va se passer. Bon, donc là, pour le moment, le gouvernement ne nous a pas donné de feuille de route claire sur ce qui va se passer. À mon avis, pour le moment, enfin, du moins, jusqu'au 11 mai, on va continuer sous ce format. Euh, Parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Et puis après, on verra. On verra ce qu'on fait en fonction de ce qui sera décidé au niveau national et puis au niveau local. Il faut savoir que les concours pour les deuxièmes années, je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont lieu du 22 juin au 7 juillet. Donc pour eux aussi, c'est vraiment difficile. Ils se retrouvent à préparer un peu seuls chez eux, enfin avec l'aide de leurs professeurs, mais ils sont obligés de travailler chez eux, préparer les concours. Voilà, on a une année très particulière. Moi, enfin, je vous invite vraiment à rester assidu et à travailler jusqu'au bout, parce que pour nous, ça sera un critère, je pense, vraiment important aussi pour le conseil de classe, parce que c'est vrai que le second semestre, je pense qu'on aura difficilement des notes, très peu de notes, hein. Je m'imagine mal pour le moment faire un concours blanc. On verra si on pourra en faire un, mais ça voudrait dire qu'on aurait repris les cours en classe entière, etc. Ça risque d'être compliqué, hein. Voilà. Nous, on va garder ce format hein, pour répondre à Samantha. Donc, voilà, du cours, des exercices. Je me suis rendu compte avant les vacances que j'ai sans doute. Bon, c'était un peu le début, donc j'avais du mal à ajuster le travail. Je me suis rendu compte que j'avais eu tendance parfois à vous donner trop de travail, vraiment un travail trop dense, parce qu'il faut quand même que vous ayez le temps d'assimiler à la maison. Donc là, pour les phases prochaines, semaine prochaine, j'essaie d'ajuster de manière à que vous ayez un peu moins de travail qu'avant les vacances, de manière à ce que vous puissiez bien assimiler. Finalement, j'ai une marge de manœuvre au niveau du programme qui est assez importante, puisque bon, la semaine du voyage, on la récupère pour travailler. Et bon, le concours blanc, je ne sais pas s'il y aura un concours blanc, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est assez flou. Donc, on aura gagné un petit peu de temps aussi sur les temps d'apprentissage. Donc, au niveau du programme, si on continue comme ça, on devrait pouvoir terminer hein, les prochains chapitres. Euh, je voulais vous parler aussi. Alors, le voyage, vous avez dû voir ça avec M. Cordina, il sera reporté en seconde année. Hein. Plutôt en début de seconde année, a priori. Voilà pour cette question-là. Alors, je reviens sur la question d'Anaïs, la question mathématique. Est-ce que c'est nécessaire que la fonction soit dérivable? Alors, pas forcément sur R. Pour répondre à ta question, Anaïs, est-ce qu'il faut que la fonction soit dérivable sur R pour qu'une fonction admette une primitive? Non. Alors, si elle est continue, elle admet une primitive. Donc ça, c'est une condition nécessaire, une condition suffisante. Mais pas forcément nécessaire. On peut avoir des fonctions continues qui n'admettent pas qui admettent quand même une primitive. Après, il faut savoir que dans la très 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 grande majorité des cas, au concours, vous aurez des fonctions continues, donc elles admettront des primitives. Par contre, elle n'a pas besoin d'être forcément dérivable, la fonction. La continuité suffit. Par contre, la primitive trouvée doit être dérivable. Sinon, on ne pourrait pas la dériver et obtenir la fonction de départ. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur le cours, sur le TD?
Alors, pour te répondre, Mathilde, effectivement, si tu veux, on peut commencer peut-être à 7h30. Je vais peut-être pas commencer à 8h parce que des fois, si ça dure un petit peu, je sais que Monsieur Delors vous fait des fois des séances à 9h, mais on peut, si vous voulez, ça me dérange pas qu'on le fasse à 7h30, par exemple. On peut commencer à 7h30. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, alors le programme, je vais vous l'envoyer tout de suite après, hein. Je vais vous donner du cours à faire. Vous n'aurez pas de TD pour mardi. Je vais vous donner une bonne plage de cours pour qu'on avance dans le cours. Et mardi, je vous donnerai les exercices d'application. Je ne vous donne pas les exercices d'application en même temps, de manière à ce que vous puissiez faire le point avec moi sur le cours et qu'on puisse faire les exercices. Vous avez le DM à me rendre. Pour ceux qui sont un petit peu en retard, je vous laisse jusqu'à demain. Vous pouvez l'envoyer aujourd'hui ou demain, un dernier délai, si vous avez encore des petites choses à retoucher. En tout cas, je vous remercie pour les devoirs maison, hein, ça s'est vraiment amélioré. Vous les avez dans l'ensemble bien scannés. C'est propre, j'arrive à bien travailler dessus. Voilà, donc on va essayer de continuer à travailler comme ça. Je ne vous redonne pas de DM tout de suite, parce que là, on a fait un gros DM qui couvrait tout le programme jusqu'à ce qu'on a vu maintenant. Donc, je vais attendre qu'on ait terminé le chapitre sur les intégrales pour vous donner un DM qui sera un DM qui portera sur les intégrales. Donc, je pense soit la fin de semaine prochaine, soit début de la semaine d'après, je vous donnerai un devoir maison qui portera sur les intégrales, sur l'intégration. Et éventuellement sur d'autres choses aussi. Voilà. Pour mardi, vous n'aurez pas d'informatique non plus. Je vous préciserai ça. Je vous le précise maintenant. C'est plus facile. Vous n'aurez pas d'informatique parce que, en fait, le TP d'informatique qu'on va faire, il porte sur les intégrales, sur le calcul des valeurs approchées d'intégrales. Donc, je vais attendre qu'on ait un petit peu avancé sur ce chapitre pour faire le TP d'informatique. Donc, vous l'aurez, on commencera le TP d'informatique numéro 8 la semaine d'après. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez prendre le micro, hein, ou le chat. Et puis sinon, je vous dis à mardi prochain. Enfin, mardi prochain. Bien, mais merci beaucoup et puis bon week-end. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par WhatsApp si vous avez des questions à me poser. Allez, au revoir.